handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie, la série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Marie-Cécile Dauger, directrice à l'ASEI et mandataire des appuis spécifiques dédiés aux troubles du neurodéveloppement, pour aborder les plateformes de prêt de matériel mises en place en Occitanie. Je vous propose dans un premier temps, Madame Dauger, de vous présenter. Bonjour, donc je suis Marie-Cécile Dauger, directrice à l'ASEI depuis une dizaine d'années. L'ASEI, c'est une association qui a été créée en 1950 et qui accompagne des personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie. Elle représente à peu près 3 360 salariés répartis sur le ex-Midi-Pyrénées, donc région Occitanie, région Nouvelle-Aquitaine et région parisienne. Voilà, avec à peu près environ 110 établissements et services. Et effectivement, donc, dans le cadre de mes fonctions, je suis mandataire depuis plusieurs années sur les marchés, alors autrefois des prestations ponctuelles, et maintenant des appuis spécifiques sur les troubles du neurodéveloppement pour la région Occitanie. Et à ce titre-là, je coordonne aussi la plateforme de prêt de matériel sur les troubles sur les troubles des apprentissages, plus précisément. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consistent les plateformes de prêt de matériel? Depuis quand est-ce qu'elles existent en Occitanie? Qui finance et qui porte ces différentes plateformes? Alors, les plateformes de prêt de matériel, elles sont inventées et financées par l'AGFIP et le FIP, qui ont une convention de partenariat pour pouvoir piloter ensemble ces dispositifs. Elles ont été lancées alors, à titre expérimental depuis 2021 sur les troubles des apprentissages et je D'accord. pense à peu près dans les mêmes années pour les autres types de handicap. Donc il s'agissait d'une expérimentation qui s'est renouvelée d'année en année et aujourd'hui on est à la quatrième année d'expérimentation sur les plateformes de prêt de matériel. Il y en a plusieurs, puisqu'il y en a, par exemple, sur les troubles des apprentissages, une côté Midi-Pyrénées qui est portée par l'ASEI, mais également une côté Languedoc-Roussillon qui est portée par l'association Paul Bouvier. D'accord. Et vous disiez que c'était la GFIP et le FIPHFP qui pilotent et financent ces plateformes, ce qui Oui, signifie que pour accéder aux services de ces plateformes, dont on va reparler tout à l'heure, il n'y a pas de coût particulier pour les employeurs. tout à fait. C'est une prestation qui est totalement gratuite pour l'employeur et totalement gratuite pour le bénéficiaire. D'accord. Donc, c'est des précisions importantes, effectivement. Alors, vous disiez qu'il y a eu plusieurs générations de ces plateformes. Aujourd'hui, dans le périmètre actuel, quelles sont les familles, les typologies de handicap qui sont couvertes par ces plateformes en Occitanie? Alors, en Occitanie, aujourd'hui, on a donc des plateformes sur les troubles 10, 10 troubles des apprentissages. On a une plateforme qui est régionale sur le handicap auditif, qui est portée par l'ARIEDA. D'accord. Une plateforme sur l'Occitanie pour le handicap moteur, qui est portée par l'APF, l'Association des paralysés de France. Et une plateforme sur la déficience visuelle qui est portée par l'IJA côté Midi-Pyrénées et une qui est portée par la FAF côté Languedoc-Roussillon. Très bien. Voilà, donc on est plusieurs, on se connaît tous, donc voilà, ça nous arrive d'échanger effectivement sur la façon dont on fonctionne sur ces plateformes, mais l'entrée, c'est effectivement à chaque fois par un contact au sein de ces prestataires. D'accord. Ce qu'on essaiera de faire dans le cadre du Handipact Occitanie, c'est de mettre à jour ou de bien vérifier que la fiche est à jour concernant justement les points de contact de chacune de ces plateformes dans le cadre du catalogue des acteurs locaux qu'on met à jour régulièrement et qui est téléchargeable depuis le site du FIPHFP, ce qui Mm, facilitera l'entrée sur chacune de ces plateformes. tout à Alors, on va se fait. concentrer sur la plateforme que vous portez, hein, sur les troubles de l'apprentissage, pour rentrer finalement dans le vif du sujet, et notamment de savoir quelles sont les typologies de matériel qui peuvent être prêtés par cette plateforme. Alors, si vous voulez bien, je vais d'abord vous expliquer
à quoi ça sert la plateforme de prêt Oui, avant de avec rentrer plaisir. dans le contenu du Avec matériel. plaisir. Puisque là, l'information que je vous donne, elle est valable pour tous les types de handicap, Oui, puisqu'il y a deux services qui sont rendus par ces plateformes de prêt de matériel. Le premier, c'est ce qu'on appelle du conseil technique, et le deuxième, c'est du prêt de matériel. Donc, d'accord. la philosophie, de toute façon, c'est d'agir sur la compensation du handicap par des solutions techniques, hein. Voilà. Le conseil technique, c'est un service individuel qui est plutôt destiné à des situations d'urgence et plutôt pour des entrées en formation. Par exemple, alors ce qu'on appelle une situation d'urgence, c'est par exemple une personne qui va entrer en formation dans moins de 15 jours, qui doit faire des choix de matériel de compensation et qui a besoin d'éclairage sur ces choix-là, parce qu'il va y avoir un financement qui va peut-être être monté très vite par le centre de formation, par exemple. Dans ce cadre-là, on peut intervenir avec réactivité, mais on est sollicité uniquement par ce qu'on appelle le service RHF, Ressources Handicap Oui, Formation. Donc là, on est dans le cadre vraiment d'une situation d'urgence en formation. Et le deuxième service qui est rendu par la plateforme de prêt, qui est quand même le plus fréquent, c'est le prêt de matériel, qui là est destiné à des personnes qui soit vont entrer en formation, soit sont en situation de maintien dans l'emploi. d'accord. Donc, le maintien dans l'emploi, c'est j'ai éventuellement un risque d'inaptitude et je suis en réflexion sur des aménagements de poste ou je suis en perspective d'évolution ou de transition ou de reclassement, hein. Il y a plusieurs cas de figure. Donc, dans le cadre de l'entrée en formation ou dans le cadre du maintien dans l'emploi, on peut être amené à faire du prêt de matériel dans le cadre d'un appui spécifique. Donc là, ce qu'il faut retenir par rapport au conseil technique qui peut être hors appui spécifique, le prêt de matériel, c'est toujours dans le cadre d'un appui spécifique. D'accord. Et le principe donc de la plateforme, c'est de prêter du matériel, soit parce qu'il faut le tester pour savoir lequel est le bon, Mhm. sachant qu'il n'y a pas un type de matériel par type de trouble. Parfois, c'est vraiment très personnalisé, lié à l'individu et est-ce qu'il se sent à l'aise ou pas avec le type de matériel qu'on propose. Donc, c'est vraiment très personnel. Donc, il faut parfois le tester avant de pouvoir procéder à un achat. Ou le deuxième cas de figure, c'est le matériel a été choisi, mais en attendant la livraison de l'achat, on peut prêter, puisque ça peut mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois, et pour Mhm. éviter une rupture de parcours, on peut prêter le matériel avant que le bénéficiaire finalement reçoive le sien. Voilà, donc il y a ces deux cas de figure-là. Ouais, Et le prêt, c'est l'installation du matériel, c'est le réglage du matériel, c'est la formation, l'appropriation. Donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement à la prise en main du matériel. Et évidemment, après, le retour. Voilà. Et dans ce cadre-là, on contractualise un prêt, en fait, avec le bénéficiaire et éventuellement l'employeur ou le centre de formation, si on est dans le cadre d'une formation. On signe en fait un prêt pour formaliser à quelle date et quel type de matériel on a prêté. Voilà, donc la philosophie, c'est vraiment d'être en appui technique et de sécuriser les parcours de formation ou de maintien dans l'emploi. d'accord. Et pendant qu'on est sur cette question du prêt, et notamment de la contractualisation, en moyenne, est-ce que vous avez une visibilité sur les durées de prêt de matériel? Le prêt dure entre 1 à 3 mois, ça c'est le D'accord. cahier des charges, Hmm. et c'est éventuellement renouvelable une fois. D'accord. OK. Et donc, Donc c'est assez variable, hein. Parfois ça va très vite, on peut prêter sur les troubles 10, on peut prêter pendant un mois, et puis comme pendant 3 mois, 4 mois, c'est assez variable. d'accord. Et donc, c'est contractualisé. Donc, le prêt s'achève finalement dès lors où les choses ont été anticipées et les dates prévues en amont. Tout à fait. Ouais, tout est suivi et effectivement ensuite on ira récupérer le matériel pour évidemment le rendre disponible pour d'autres. Oui, tout à fait. Et donc, j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure sur les différentes typologies de matériel qui peuvent être proposées vous concernant. Alors sur les troubles 10, on a alors déjà vous dire on est passé de 15 prêts en 2021 à 35 en 2024. Donc on voit bien que ça augmente chaque année et que Oui, ça répond vraiment à un besoin. Et on a donc des ordinateurs ou des tablettes qui sont équipés de logiciels de compensation, des souris,
spécifiques, des stylos lecteurs. Le stylo lecteur permet de surligner un texte à lire et d'écouter par la suite la voix numérique qui énonce le texte à voix haute. On a des scanners aussi, Mhm. des casques, casque micro, casque anti-bruit. Le casque anti-bruit, ça permet de réduire les nuisances sonores et ça permet de diminuer le stress et d'augmenter la concentration. On a des claviers qui sont dits augmentés et colorés qui facilitent l'apprentissage. On a des coussins dynamiques qui facilitent l'attention et la concentration. Ça, c'est notamment le cas dans les troubles du TDAH. Des règles loop et des timers. Ok, donc une Voilà. grande, Donc, grande diversité de matériel possible pour couvrir finalement un certain nombre de situations. tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a du matériel parfois qui coûte assez peu cher et qui peut être très utile, mais les personnes ne savent pas que ce matériel existe et peut les aider. Et puis parfois, évidemment, il y a les ordinateurs qui sont équipés et là, on est très vite sur des coûts de 700 à 1000 euros. Donc, c'est quand même un certain Ouais. coût. C'est-à-dire qu'avant de savoir que c'est vraiment le bon outil sur lequel il faut investir, ça vaut le coup de le tester pour voir quelle est finalement l'agilité un petit peu de la personne avec ces outils informatiques. Mm. Ouais, ouais, exactement. Et vous évoquiez qu'il y a différents cas de figure finalement qui justifient la mobilisation de la plateforme de prêt de matériel avec des règles d'éligibilité particulières. Si on prend justement l'exemple d'un employeur public, quelles sont les différentes règles d'éligibilité pour les agents qui peuvent être concernés? Est-ce qu'il y a un mode opératoire particulier à suivre pour que l'employeur puisse se rapprocher de vous et faire bénéficier d'un prêt à l'un de ses agents? Alors l'éligibilité, ben, c'est tous les agents de la fonction publique, qu'ils soient contractuels ou titulaires. Je crois que c'est ça le terme Oui, tout à fait. utilisé dans la fonction Mm. publique. Les fonctions publiques concernées, c'est tous ceux qui peuvent mobiliser les appuis spécifiques. Donc on a les CDG, on a les trois fonctions publiques qui sont sous convention avec le FIP. Et si toutefois la structure n'est pas sous convention avec le FIP, elle peut passer via le Cap emploi pour solliciter ce type de prêt. Voilà, donc, et les bénéficiaires finalement sont ceux qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc classiquement, ceux qui ont la RQTH ou qui sont en voie de l'obtenir, ceux qui ont la AAH, enfin voilà, la Oui, pension ok. d'invalidité, il y en a tout un tas. Et je crois que la particularité dans la fonction publique, c'est qu'il y a aussi les agents qui sont dans des situations de reclassement Exactement. Mm. avec risque d'inaptitude. Donc, ils sont aussi potentiellement bénéficiaires des prêts. Alors, c'est vrai que très souvent, c'est le conseiller qui intervient dans le cadre de l'appui spécifique qui d'abord a évalué un petit peu l'impact du handicap sur la situation d'emploi et qui va penser au prêt. C'est rarement l'employeur qui, connaissant la plateforme, va se diriger vers nous pour nous dire, tiens, je sais que vous avez un scanner, ça peut être utile pour un agent de mon organisation. C'est vrai que souvent, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est dans le cadre de l'appui spécifique, on se rend compte que ça aurait une utilité, que l'achat va prendre un petit peu de temps et on va effectivement la proposer le prêt. Ok, ok. Bah, écoutez, c'est très clair. Mais dans certains cas de figure, on peut aussi imaginer que l'employeur vienne vous solliciter spontanément si, s'il se rend compte de l'urgence ou de la nécessité effectivement d'obtenir un matériel pour une période déterminée. Alors de toute façon, il peut toujours nous solliciter pour connaître tout simplement le matériel qu'on a en stock, Hmm. pour savoir si effectivement, dans le cadre d'une situation qu'il aurait à accompagner, on peut prêter ce matériel ou le matériel auquel lui pense. Oui, de toute façon, à n'importe quel moment, il peut nous solliciter pour avoir des conseils ou des informations sur la plateforme de prêt de matériel. C'est vrai qu'elle est à ce jour peut-être pas encore très connue parce qu'on était sur des phases expérimentales qui vont, on l'espère, évoluer dans les prochaines années. Mais notre contact est totalement disponible, ouvert, et ce que je dis là est valable pour tous mes partenaires sur les autres handicaps, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis bien rappeler ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir les deux fonctions, les deux prestations finalement raccrochées à cette plateforme, la dimension conseil individuel et puis la dimension prêt. Voilà, bien avoir en tête effectivement l'éventail des services et des conseils qui peuvent être apportés.
Alors justement, vous avez évoqué des perspectives futures. Euh, Quelles sont les différentes évolutions qui sont à attendre dans les prochains mois ou les prochaines années concernant ces plateformes? A priori, ce qui est acté, c'est qu'à partir de 2025, il devrait y avoir une généralisation justement de ces plateformes de prêt de matériel dans toute la France, avec une approche alors généraliste, parce qu'évidemment, pour la visibilité du public, il faut une seule plateforme et pas 5 ou 6 plateformes par région. C'est compliqué de fonctionner comme ça. Hmm. Donc, avec un seul dispositif, même si à l'intérieur du dispositif, il y aura toujours une approche par handicap et par expertise, parce que c'est du matériel assez spécifique, hein. Et ce que je dis sur les troubles 10, c'est peut-être encore plus spécifique quand on est sur le handicap auditif ou le handicap visuel ou le handicap moteur. Hmm. Donc, à l'intérieur de ces plateformes de prêt généralistes, il y aura de toute façon une approche d'experts par handicap pour pouvoir faire de la veille et pour pouvoir toujours savoir ben, effectivement comment on accompagne la prise en main de ce type de matériel. Mais on fonctionnera ensemble, si vous voulez. Voilà. L'idée, c'est qu'on fonctionne ensemble avec un chef de file qui coordonnera pour tous les prestataires le fonctionnement de cette plateforme. Avec un appel à projet qui devrait du coup sortir en 2025 D'accord. et je suppose toujours avec des financements AGFIP et FIP. Ok, très bien. Donc, ce qu'on attend, c'est que ça, bah, ça se professionnalise, si vous voulez, on était dans des phases expérimentales. Maintenant, l'idéal, c'est qu'on arrive à bah, augmenter le nombre de matériel qu'on a en stock pour toucher bah, un plus grand nombre de bénéficiaires, qu'on arrive à être réactif sur les prêts et à donner de la lisibilité, c'est-à-dire que voilà, que ça soit davantage connu pour que les personnes puissent nous solliciter facilement, ce qui est peut-être encore un peu difficile aujourd'hui. Hmm. Et on espère notamment que ce podcast contribuera à la mise en visibilité de cette plateforme de prêt. Donc, nous, on a parlé de l'Occitanie, mais vous l'avez dit, hein, il y a d'autres plateformes qui existent aussi dans d'autres régions. Donc, les employeurs publics qui nous écoutent et qui ne relèvent pas de la région Occitanie pourront aussi se renseigner auprès de leur handipact respectif et de leur DTH respectif à l'existence de ces plateformes dans leur propre région. Et puis de notre côté, on ne manquera pas de tenir informés nos auditeurs des évolutions à venir, notamment des points d'entrée futurs hein, que vous veniez d'évoquer sur ces mises en commun de ces plateformes dans les mois et les années à venir. Et puis évidemment, ce fameux catalogue des acteurs locaux dont je parlais tout à l'heure, qu'on veillera à actualiser pour bien indiquer les bonnes coordonnées. On vous remercie, Madame Daugé, Merci, pour votre avec disponibilité et plaisir. puis ces informations très précieuses. Et puis, on vous dit à très vite dans le cadre du réseau Antipact. Ça marche, merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handipact Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.